Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous pouvez poser des questions, on y répondra comme on peut, mais en tout cas, on a des experts ici pour répondre à vos questions. Juste un petit détail technique, vous voyez le petit onglet Q et R qui signifie question-réponse. Donc, si vous avez besoin de poser une question, n'hésitez pas, vous cliquez là-dessus et on traitera les questions les plus pertinentes. On va commencer par un tour de table avec les membres fondateurs de cette association Sol Solidaire. André Joffre, créateur du bureau d'études Texol et initiateur du projet. On a également Sylvie Perrin, avocat associé du cabinet De Gaulle Florence. Nous avons Emmanuel Cos. On ne vous entend pas, Sylvie. Oui. Je disais bonjour à tous. Voilà, bonjour. Emmanuel Cos. Bonjour Emmanuel Cos. Vous avez rejoint, ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable, c'est important, durable, membre du COMEX de l'USH. Également Laetitia Brottier, vice-présidente d'Enerplan et fondatrice de Dualsun. Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, nous rejoindra à 11 h pour conclure et nous parler un petit peu de cette association et pour conclure cette webconférence en nous apportant des informations supplémentaires. L'ADEME soutient, bien entendu, Sol Solidaire. André Joffre, nous allons commencer avec vous. Ce projet Sol Solidaire, vous le couvez, j'allais dire, depuis quelques années maintenant, et il est en train d'éclore. Au moment où la crise sanitaire du Covid va impacter le pouvoir d'achat encore plus des plus pauvres qui subissent de plein fouet la précarité énergétique. Sol Solidaire, André Joffre, comment cela fonctionne? Alors, quelques mots peut-être pour positionner un peu le projet. L'idée, c'est que le solaire qui depuis toujours a été promu par des gens qui étaient pétris d'humanisme, etc., et qui essayaient de faire en sorte en fait que le solaire vienne aux plus démunis. Je me souviens par exemple dans les années 80 de tout le travail qui a été fait en France sur l'Afrique pour essayer d'apporter d'abord de l'eau, puis après de l'électricité. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'avais un peu tendance à considérer que, bon, bien sûr, c'est très utile de produire de l'électricité propre, qui n'a pas de déchets, qui n'a pas d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais pour autant, est-ce suffisant? Est-ce qu'on peut considérer qu'injecter de l'électricité sur le réseau pour alimenter de grandes usines, c'est la même chose que d'aller permettre de réduire la facture énergétique de logement social? C'est la question qu'on peut se poser. Et en fait, il nous a semblé qu'il y avait un petit supplément d'âme là, de ce côté-là, qui n'avait pas été pris en considération. Et c'est vrai que la tendance était à faire beaucoup de solaire dans des installations au sol, des centrales solaires, etc. Et que par contre, l'impact sur les plus démunis, le logement social, était peut-être un peu délaissé. Voilà. Donc, l'idée de Sol Solidaire est née de ce constat et de la façon dont on pouvait faire en sorte que le solaire se développe davantage dans ce secteur auprès des gens qui sont en précarité énergétique, et en plus d'essayer en même temps de faire d'une pierre deux coups, de faire en sorte en fait que l'on puisse développer également l'économie de ce pays. On en parle beaucoup aujourd'hui, la relocalisation de l'industrie en France et en Europe. Et bien ça, en fait, c'était déjà dans les gènes de Sol Solidaire. Alors j'ai quelques petites images à vous montrer. Je peux peut-être vous les présenter. Hop. Vas-y. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez, c'est bon. Vous les avez à l'écran, oui? De mon côté, tout va bien. C'est bon? Bon, voilà. Alors, donc, Sol Solidaire, donc, vous l'avez rappelé, c'est une association à but non lucratif qui est éligible au régime du mécénat. Sylvie Perrin va y revenir tout à l'heure un peu plus longuement. C'est très important parce que c'est un des moteurs de l'affaire. Les membres fondateurs qui se sont réunis pour la première fois, en fait, pour développer ce projet, c'est d'une part l'ADEME, avec Arnaud Leroy, qui a tout de suite accepté. Il nous le dira tout à l'heure, très préoccupé par les problèmes de précarité, et donc il n'a pas été difficile à convaincre. Ensuite, les banques populaires et les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne sont des financeurs habituels du logement social en particulier. Et donc, Christian Le Sec, qui est directeur du développement durable de BPCE, fait partie également des membres fondateurs.
Sylvie Perrin, que vous allez entendre tout à l'heure, qui est avocate associée au cabinet de Gaulle Florange et Associés, qui a été notre tuteur juridique. C'est elle qui a fait tout le travail pour convaincre Bercy de considérer que ce projet Sol Solidaire était un projet important et qu'il fallait le soutenir. Puis Laetitia Brottier, évidemment, qui est vice-présidente d'Enerplan, Enerplan qui est le syndicat de l'énergie solaire en France et qui a depuis toujours elle-même développe une entreprise très importante qui industrialise en France. Je pense qu'elle aura l'occasion d'en parler. Moi-même, donc, que je vais vous expliquer un petit peu. Et puis Emmanuel Cos, donc, qui nous a rejoint, qui est membre du comité exécutif de l'Union sociale pour l'habitat et qui est ancien ministre du logement et qui connaît parfaitement tous ces sujets. Alors, voilà, bon, je ne vais pas le faire très long là-dessus. Vous voyez l'organisation, il y a des membres fondateurs, bienfaiteurs, un peu comme dans toutes les associations. Les collectivités locales également seront présentes à l'intérieur. Et puis, bien sûr, des membres d'honneur. Il faut reconnaître que ce projet, en fait, lorsqu'on a présenté au ministère de l'Industrie, bon, qui n'existe pas vraiment, on va dire à Bercy, il a été reconnu tout de suite par le comité de stratégique de filière. Il y a un comité qui s'appelle Industrie et Nouveaux Services Énergétiques, en fait, et ils ont été très intéressés par le fait qu'on puisse mettre l'accent sur le fait qu'on fasse appel à des industriels européens autant que possible. Voilà. Ça a été important de le démontrer. Bon, l'objet, c'est de lutter contre la précarité énergétique et plus généralement de réduire la facture électrique des logements. Et puis développer l'autoconsommation collective. Vous savez que nous, moi, avec le bureau d'études Texol, on s'y emploie depuis des années. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'embûches, mais enfin, on arrive progressivement à faire tomber des barrières et puis à progresser. Et on n'est pas loin aujourd'hui de pouvoir développer de façon générale ce procédé. Bon, en 2 mots, je ne vais pas beaucoup vous parler de technique, mais le principe est le suivant. On a une installation solaire avec des panneaux qui sont, par exemple, sur le toit du bâtiment, une installation collective, et puis on distribue cette électricité dans l'ensemble des logements. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, classique, qui est différente de l'autoconsommation simple, où là, c'est un seul consommateur qui consomme sa propre électricité. Là, nous sommes dans le cas où on a une installation collective qui est partagée, et cette électricité est distribuée dans l'ensemble des logements. Et là, on a développé des concepts assez innovants pour pouvoir justement répartir équitablement cette électricité entre les différents logements, alors que certains peuvent être vacants, d'autres peuvent être plus consommateurs que d'autres. Voilà. Donc, il y a tout un travail de répartition de cette énergie qui a été fait avec des moyens extrêmement développés, comme la blockchain, par exemple, qui permettent d'aller très, très loin dans l'organisation de cette répartition. Et vous avez une photo là d'un premier projet qui est près d'Albi, qui est une installation, une toute première en fait, qui a été réalisée avec ce principe de répartition. Alors, en France, il n'y a pas beaucoup d'opérations collectives. À fin avril, on en comptait une vingtaine, à peu près 21 exactement. Donc c'est très faible. Ça montre quand même que, contrairement à ce que croyait la Commission de régulation de l'énergie, ça n'avance pas si vite que ça. Et ça veut dire que c'est très compliqué. Parce qu'il y a encore des tas de sujets, notamment sur le TURP, sur la CSPE, etc., qui ne sont pas complètement traités et sur lesquels nous avons des revendications que nous portons auprès des pouvoirs publics. Et puis, il faut effectivement tenir compte du fait que les bailleurs sociaux ont vu leur cadre juridique simplifié récemment, par le fait même qu'un bailleur social peut devenir une personne organisatrice qui va répartir. Et donc, la relation avec les locataires va être simplifiée par cette loi énergie-climat qui a été votée récemment. Alors, le travail finalement sur le solidaire, ça va consister à mobiliser les mécènes. Il faut d'abord trouver de l'argent. Et puis ensuite, répartir cet argent avec des subventions privées aux acteurs du logement social qui en feront la demande. Alors l'intérêt, évidemment, c'est que cette subvention étant privée, elle est tout à fait cumulable avec des aides publiques qui pourront être mobilisées par ailleurs. Il en existe beaucoup et actuellement, on est en train de rebattre les cartes sur les fonds structurels européens, par exemple, qui vont démarrer début 2021. Et il est fort à parier, en fait, que ce secteur va être largement doté financièrement. Donc, mais chaque fois qu'on veut faire un projet solaire, il faut effectivement avoir des contreparties.
Et là, l'organisme d'HLM devait arbitrer entre des investissements dans le solaire ou dans d'autres secteurs. Et donc, on s'est dit, si on apporte une subvention privée, cela va permettre aux maîtres d'ouvrage de pouvoir réaliser plus facilement des projets sans qu'il n'ait finalement d'argent à débourser pour pouvoir les monter. Alors, on va désigner les projets, on va faire un appel à candidature là, qui est lancé aujourd'hui, hein, et donc les projets seront désignés 2 fois par an et on financera avec la récolte que l'on aura assurée auprès des donateurs. Alors, le principe, en fait, il est un peu complexe et on a voulu complexe parce qu'on s'est dit, finalement, produire de l'électricité, c'est une bonne chose, mais encore faut-il que cette électricité, solaire évidemment, puisqu'on injecte sur le réseau, bon, bien sûr, elle trouve sa propre économie, il y a des tarifs d'achat, il y a de l'autoconsommation, par exemple, etc. Mais en fait, il y a un supplément d'âme, il y a une chose supplémentaire, le fait que ce soit du solaire, finalement, n'est pas récompensé. Et on s'est dit, on va définir une unité qui va être un sol. Le sol sera délivré dès qu'il y aura 1 MWh d'énergie électrique qui sera injecté sur le réseau ou autoconsommé, dans les 2 cas. Et ce sol, ensuite, on va essayer de le monétiser. C'est-à-dire, il n'a pas de valeur marchande, on peut le vendre ou le racheter, c'est possible, mais il n'a pas de signification physique. C'est simplement le supplément d'âme qu'il trace, qu'il caractérise. Et cela, ensuite, on va le vendre à des entreprises ou à des particuliers, mais surtout des entreprises qui, eux, ont besoin de démontrer leur action en matière de RSE. Donc, Sylvie y reviendra tout à l'heure. Et donc, avec l'argent récolté, évidemment, on va pouvoir financer des projets qui eux-mêmes seront générateurs de certificats et ainsi la boucle va s'alimenter d'année en année. Donc, vous voyez, on fait appel à tous ceux qui sont producteurs d'électricité solaire aujourd'hui et qui vont pouvoir nous offrir ces sols. Alors, vous allez me dire, bon, ces sols, ils ne leur coûtent pas grand-chose, donc ils vont le donner. Oui, mais c'est important qu'il y ait une adhésion de l'ensemble de la communauté, de l'écosystème du solaire, depuis les producteurs de centrales solaires en plein champ jusqu'à l'autoconsommateur et évidemment avec les utilisateurs que vont être les locataires des logements sociaux. Pardon. Alors les bénéficiaires, eh bien, ce sont les locataires, j'y viens, ce sont les occupants de différents bâtiments qui sont à côté, à proximité des logements, et puis les communs, les parties communes des bâtiments qui seront également alimentés par ces installations. L'objectif est de faire baisser la facture d'électricité. Ils recevront en gros par an l'équivalent d'un chèque d'énergie supplémentaire, c'est-à-dire en fait, c'est à peu près 200 € en moyenne nationale que nous avons calculé, 200 € qui seront apportés à chaque foyer par an et pendant la durée de vie de l'installation, donc ça fait quand même pas mal de résultats. Alors les mécènes, donc évidemment ça c'est le plus difficile à trouver, hein, ce sont les gens qui ont de l'argent, ce sont des particuliers, etc., mais surtout des entreprises. Alors là on pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont très très motivées, vous voyez ce qui passe pour les masques, etc., il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents dans ce secteur, et ce qu'on a vu par exemple pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, hein, également, où il y a eu beaucoup d'argent mobilisé. Donc, on voit qu'il y a dans ce pays quand même une mobilisation pour des choses qui sont d'intérêt général, quoi, voilà, de façon générale. Et donc, il y a bien sûr les acteurs de l'énergie, qu'on espère être présents à ce tour de table, mais il y a aussi tous les autres secteurs. Tous les autres secteurs, que ce soit des entreprises de luxe, des bâtiments, des travaux publics, etc., qui peuvent venir acheter des sols et donc améliorer par là même leur statut d'entreprise RSE, et en même temps de permettre de financer des projets concrets. Parce que ce qui est important, c'est que chaque entreprise se verra apporter un projet à tel endroit, localisé, dans lequel ils pourront être satisfaits de voir les résultats obtenus par leur investissement. Par exemple, je pose une question, le groupe Casino, dont on sait que le siège est à Saint-Étienne, par exemple, pourrait dire, tiens, j'investis dans le parc social de Saint-Étienne ? Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on a déjà des premières approches comme ça, où des maîtres d'ouvrage sociaux nous ont dit, ben nous, effectivement, on a beaucoup de relations localement, et on pourrait donc travailler avec des investissements, avec des investisseurs locaux qui pourraient contribuer, qui ne sont pas des entreprises du CAC 40 et qui ne sont pas forcément très connues, mais qui peuvent contribuer parce qu'elles participent à l'écosystème local.
Donc voilà, le principe est le suivant. Hein. Alors, en contrepartie, donc, bien sûr, de ce don qu'ils vont faire, on va leur donner des sols. Et ces sols, ça va les distinguer. Bon, ça n'a pas de valeur, une fois de plus, marchande. C'est les biens de Monopoly. Mais ils ont quand même cette signification de dire, moi, je fais quelque chose de concret pour l'énergie solaire en France. Et surtout, je le fais à destination des gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire des gens qui sont en précarité ou du moins qui sont en difficulté énergétique, qui ont du mal à payer leurs factures. Bon, alors, on a quelques... Attendez, hop, voilà, je n'arrive pas, voilà, vous voyez bien. Donc, vous voyez un petit peu des ordres de grandeur, hein. Il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. On considère qu'à peu près, il faut à peu près 1 kilowatt de photovoltaïque, 1 kilowatt crête par logement. Ça correspond à peu près à 1 500 €. Là aussi, il ne faut pas chercher, ce sont des ordres de grandeur et je pense que ces prix sont plutôt orientés à la baisse dans les années qui viennent. Donc, pour 30 logements, ça fait 45 000 € à peu près d'investissement. Là-dessus, l'association pourrait apporter 20 000 €, donc ce qui est significatif malgré tout. Et donc, ensuite, bien sûr, on prendrait également les coûts d'exploitation, parce que très souvent, les coûts d'exploitation ne sont pas pris en compte par les bailleurs, enfin, par les financeurs, pardon, qui se limitent en fait, et on le comprend, on sait pourquoi, à la partie investissement. Bon, nous, on a cette liberté de pouvoir financer l'exploitation afin que toutes les économies qui seront générées soient véritablement répercutées aux locataires. Alors, les dons, bien sûr, pourront bénéficier d'un crédit d'impôt aux sociétés. Et là, je laisserai Sylvie en parler, puisque c'est elle qui s'en est occupée avec Bercy, qui a tordu le bras de Bercy. Ça se fait mal malgré tout, mais elle est arrivée à les convaincre dans des temps très très rapides, parce que ça, il faut reconnaître quand même que l'administration a été très réactive à cette demande, et aussi bien le ministre qui très rapidement, publiquement, a dit qu'il soutiendrait le projet, que l'administration, que les services de l'État qui sont allés très très vite pour nous donner cet agrément. Voilà, alors si on récapitule pour une entreprise, par exemple, sur un investissement de 1 500 € par logement, bon, on va considérer que le FEDER ou les fonds structurels de façon générale vont apporter à peu près les 2/3. Le mécène va apporter 500 € par logement, mais en fait, sur ces 500 €, il va bénéficier d'un crédit d'impôt de 300 €. Ce qui fait que finalement, le coût net pour le mécène, il est de 200 €, et avec 200 €, on équipe un logement social. Alors, si on répartit ça sur la durée, vous voyez que finalement, alors là, vous avez 3 années, alors je ne sais pas si l'année 1 sera véritablement l'année 2020, parce que compte tenu de ce qui se passe à ce moment, ça risque d'être un petit peu chahuté, mais enfin, on devrait quand même y arriver. Mais vous voyez qu'en année 3, qui devrait être l'année de le régime de croisière, on prévoit d'équiper environ 20 000 logements par an. Et surtout, ce que l'on constate, c'est que les économies générées, en fait, sont considérables. Si on les projette sur 20 ans, ça nous fait 80 millions d'euros qui sont rendus, je dirais, aux locataires. C'est considérable par rapport à l'argent qui est investi, l'argent public qui est investi. Donc, c'est un véritable effet de levier très, très intéressant. Et c'est sur cette base-là, d'ailleurs, que les services de l'État ont soutenu le projet, parce qu'ils considèrent que c'est un moyen de mobiliser à la fois de l'argent public et de l'argent privé, et avec, bien entendu, des résultats que vous voyez qui sont assez spectaculaires. Voilà le principe. Alors, je ne sais pas, je peux rester là, parce qu'après, pour vous dire simplement, j'ai encore beaucoup de diapos, mais je ne voudrais pas mobiliser tout le temps de mes collègues, pour vous dire que, bon, bien, en fait, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a un appel à projets. On attend les projets pour le mois de septembre. On a reporté l'échéance compte tenu de la crise sanitaire. Donc, au mois de septembre, on va avoir les projets qui vont arriver. On va organiser la collecte auprès des donateurs à partir dès qu'on pourra sortir et aller rencontrer des gens. On prendra notre canne et notre chapeau et on ira visiter un petit peu les bailleurs potentiels. Et puis, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir une première livraison et on prévoit d'avoir 2 sessions par an pour sélectionner les projets, alors qui seront bien sûr équitablement répartis sur le territoire. La première année, on devrait être sur un appel d'offres national, et puis ensuite, je pense qu'on ira vers les régions, parce qu'il y a beaucoup de régions qui nous ont demandé d'avoir des programmes plus régionaux, donc je pense qu'on ira un petit peu vers les régions.
Ça concerne la France métropolitaine, la Corse et l'Outre-mer, évidemment. Il n'y a aucun problème, on peut le faire partout. Et ce qu'on espère aussi, et c'est un peu une revendication qu'on porte depuis quelque temps, on espère quand même qu'on pourrait intégrer un jour des certificats d'économie d'énergie dans ce dispositif, parce qu'il n'y a pas de raison que notamment lorsqu'on travaille pas mal dans les départements d'outre-mer ou en Corse, lorsqu'on a un mix électrique qui est très carboné, et donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas bénéficier des certificats, puisque le fait d'utiliser du solaire, ça permet de réduire les émissions de CO2, ce qui n'est pas le cas en métropole, mais c'est le cas outre-mer. Donc on pourrait au moins commencer par l'outre-mer, et puis après on verra. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, l'appel à projet, tout ça, il y a un site internet, je vais y aller rapidement pour vous montrer. L'exposé complet vous sera envoyé. Hein. Voilà, vous pouvez aller sur le site internet. Christine Lejoux posait une question justement pour savoir quand s'achevait cet appel à projet. Ce sera donc en septembre, c'est ça? C'est le 29 septembre, je crois. Oui. 29 septembre. Et quand les lauréats seront-ils connus, eux, pour leur part? Alors, on va établir une liste de résultats, de lauréats qui seront classés dans l'ordre qui nous paraît les plus significatifs. Et puis ensuite, on va servir cette liste au fur et à mesure qu'on aura des subventions qui vont arriver de la part des donateurs. Parfait, merci pour votre réponse, André Joffre. On va passer à Sylvie Perrin. On va voir le volet, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, André, le volet fiscalité. Et comment, Sylvie Perrin, vous avez obtenu ce fameux récrit fiscal de Bercy avec beaucoup de volonté. Je vous laisse la parole. Et puis vous allez nous dire aussi surtout les avantages de ce récrit fiscal et comment tout ça s'est déroulé. C'est à vous, Sylvie Perrin. Absolument. Et vous m'entendez? Oui. Donc je rassure tout le monde, je n'ai tordu le bras de personne. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vraiment remercier André parce que malgré les apparences, dans toute l'équipe du conseil d'administration de Sol Solidaire, c'est celui qui a le plus l'âme d'un jeune homme et pour lequel le monde doit constamment changer et s'améliorer. Et donc, il a beaucoup d'énergie et donc un grand bravo à lui parce qu'il a porté au début le projet. Et voilà, donc j'ai été très heureuse de le suivre. Et je remercie aussi nos équipes chez De Gaulle Florence, Johan Seglio, Dan Khalifa justement dans la partie fiscale et Michel Collat, parce que c'est un travail d'équipe. Donc, je ne vais pas revenir tous les points et peut-être il y a quelques questions qui ont été posées aussi sur lesquelles peut-être André pourra réagir après. Alors, je vais partager l'écran avec vous sur une petite présentation. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Absolument. Voilà. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles je reviens rapidement. Oups. Voilà. Sur le véhicule, un petit peu plus juridique, en effet, ce qu'on voulait, c'était avoir un véhicule qui puisse à la fois bénéficier de dons de personnes physiques ou morales, mais également anticiper les dotations d'entités publiques. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait choisi des fonds de dotation qui auraient eu l'inconvénient de ne pouvoir les recevoir. Donc, on a fait ce choix-là. Et on a fait le choix d'un véhicule comme l'association qui est considéré comme un véhicule ouvert qui permet en fait de bénéficier de ces dons, de recevoir des contributions dans un cadre philanthropique, mais également ce qu'on voulait, c'était que chacun puisse participer et donc pouvoir accueillir des membres. Ça, c'était une chose importante de faire participer chacun comme il le pouvait. Je pense que c'était d'ailleurs une des questions. Il y aura des grands donateurs, mais il y a des petits donateurs et tous les dons sont bons à prendre pour cette association. Sur les statuts, ça c'était simplement pour vous rappeler plus en détail l'objet de l'association. Concourir à la défense de l'environnement naturel, inciter le recours à l'énergie solaire, lutter contre la précarité, collecter des fonds pour soutenir les actions de l'association et toute opération en lien avec ça, les membres fondateurs. André en a parlé tout à l'heure. Je ne m'attarderai peut-être pas non plus sur le schéma. Un schéma, c'est toujours un visuel, c'est toujours un petit peu mieux, mais ça c'est préparé d'une façon plus juridique, je dirais. Si vous prenez le numéro 1, c'est finalement pour que ce projet puisse se faire, il faudra bien sûr des dons, du mécénat, et on fera appel à des contributeurs privés, mais également à des collectivités territoriales.
Ces dons permettront aussi cette valorisation de cette monnaie symbolique. Alors, on l'appelait aussi à l'époque Solix. Désolée, je l'ai gardé comme Solix parce qu'à l'époque, on était le petit village qui résistait. On était en X, mais ça sera Sol ou Solix. Je l'ai laissé sur le schéma. Sol Solidaire, donc l'association reçoit ces fonds. Elle les apportera à des bailleurs sociaux qui pourront faire appel, petit 4, à des développeurs, des producteurs pour installer en toiture ou toutes sortes de projets solaires des installations. Ces projets solaires permettront une autoconsommation forte et l'électricité sera fournie gratuitement aux locataires, celle qui sera issue de cette autoconsommation. Donc ça viendra réduire leur facture globale d'électricité. Ce qui sera demandé au bailleur social en contrepartie, c'est d'apporter le surplus de cette électricité à Sol Solidaire qui pourra ainsi le vendre sur le marché à des agrégateurs, à des fournisseurs pour récupérer des fonds pour poursuivre d'autres projets. Donc voilà le schéma. Ensuite, peut-être, est-ce que je suis ici? Oui. Le régime fiscal, c'est un régime fiscal qui existe en France et qui permet à des personnes morales ou physiques privées de bénéficier de ce système. Pour ça, il faut montrer patte blanche à Bercy et il faut démontrer que l'association ou l'organisme qui est mis en place est bien d'intérêt général. Il faut prouver cet intérêt général. Pour ça, il ne faut pas avoir d'intérêt et d'activité lucrative. Il faut avoir une gestion qui est organisée de façon désintéressée. Il ne faut pas qu'elle intervienne au profit d'un cercle restreint de personnes, ce qui veut dire que cette association a été bâtie autour de ce fondement-là. Elle doit aussi répondre à tous les critères prévus par la loi pour permettre d'émettre ses reçus fiscaux au profit des personnes qui vont consentir des dons. Et comme le disait André tout à l'heure, ça permettra une réduction d'impôts aussi bien sur le revenu ou sur les sociétés, selon les types de donateurs, qui peuvent aller jusqu'à 66%. Donc, le rescrit, en effet, a été demandé, je crois, en décembre, et on l'a obtenu le 13 février 2020, mais tout simplement parce que les critères et l'ensemble des éléments essentiels quand l'administration étudie un projet ont été mis en place. Un petit rappel, André l'a fait tout à l'heure sur l'autoconsommation. Les projets qui seront mis en place seront dans le cadre de projets d'autoconsommation collective. L'article L315.2 du Code de l'énergie a prévu que cette autoconsommation était une fourniture effectuée entre un et plusieurs producteurs, un et plusieurs consommateurs final, dès lors que les points de soutirage et d'injection étaient en aval d'un poste de transformation d'électricité. Les producteurs consommateurs vont être liés entre eux au sein d'une personne morale. Il n'y a pas de forme spécifique que cette personne morale doit revêtir, et donc il suffira de prendre la forme la plus adaptée pour porter le projet. Et Sol Solidaire mènera bien des projets d'autoconsommation collective. Alors, il y a certaines restrictions qui existent aujourd'hui, mais il y a également la loi énergie-climat dont les nouveaux décrets devraient passer en septembre, et on espère bien pouvoir obtenir, et en tout cas c'est une des demandes de la plateforme verte à laquelle nous participons également, de pouvoir faire bénéficier les logements et à loyer modéré ou les locataires en situation précaire de la dérogation de TICFE pour faciliter ces projets pour des personnes en précarité. Voilà sur ces aspects-là. Quelques aspects complémentaires RSE, puisque Jean-Louis m'a demandé d'intervenir aussi sur ce sujet. La RSE, c'est magnifique, c'est quelque chose qui était au départ volontaire, et puis qui a marché par quelques contraintes, de plus en plus de contraintes, mais aussi par le caractère volontaire et le caractère modèle. Les entreprises modèles ont commencé à mettre en place des RSE qui, par eux-mêmes, ont développé des politiques, des règles éthiques, etc. Donc, des premières règles qui étaient définies par la Commission européenne pour que les entreprises intègrent les préoccupations sociales et environnementales. Finalement, on a eu des normes qui se sont mises en place et qui existent en France sur la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, toutes les questions relatives aux consommateurs et le développement local.
Donc là, pour nous aujourd'hui, finalement, ce qui est intéressant, c'est que tous les grands groupes ont une politique RSE, ont des équipes RSE. RSE ne veut pas dire mécénat, ce sont deux choses totalement différentes. Même si ce sont souvent les mêmes équipes, le mécénat, c'est traité séparément du métier de l'entreprise, alors que la RSE, c'est vraiment au cœur du métier de l'entreprise. Toutefois, on se rend compte que la plupart des groupes gèrent les deux en même temps. Et la RSE va couvrir la qualité globale de la filière, ce qui répond peut-être à une des questions qui a été posée tout à l'heure. C'est vrai que les projets sols solidaires se devront d'être exemplaires en temps de bilan carbone, d'approvisionnement, de sous-traitance, de personnes qui travaillent sur les chantiers et d'empreinte écologique. Tous ces critères sont extrêmement importants, à la fois pour l'association qui bénéficie du mécénat et pour l'objectif que l'ensemble des membres fondateurs se sont donnés. Voilà. Puis après, je pourrais dire la loi Pacte en 2019 a complété des dispositions sur la RSE pour que toutes les sociétés intègrent, ça c'est l'article 1833 du Code civil, les enjeux socio-environnementaux, et le Code monétaire et financier indique comment le bilan des entreprises se fera et comment on prendra en compte le bilan RSE. Voilà, donc c'est un cercle d'une économie, d'un aspect, d'un projet environnemental circulaire bénéfique à tous. Jean-Louis, je vous redonne la parole. Merci beaucoup Sylvie Perrin. Beaucoup de questions, je vais profiter que vous soyez là Sylvie Perrin. Donc, pour tous les participants, il n'y a aucun problème, les présentations vous seront envoyées par mail. Beaucoup d'entre eux nous disent d'ailleurs qu'ils ont des contacts sur des grosses entreprises et qu'ils vont essayer justement, dans le cadre de la politique RSE, d'informer leurs contacts, et on les en remercie évidemment, de cette initiative Sol Solidaire. Donc je vois que ça matche bien ce matin sur les questions-réponses. Une question, alors un peu technique, j'ai besoin de vous sur alors attendez, est-ce que les sociétés citoyennes d'installation PV, les SCIC, pourront, Sylvie, remettre des sols qu'elles auront générés? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Pardon, est-ce que les sociétés, j'ai pas entendu. Sociétés citoyennes d'installation, les PV, oui, les SCIC, oui, pourront remettre les sols qu'elles auront générés. C'est une question de Denis Jacob. Oui. André? Oui, oui, bien sûr, oui. Tout producteur d'énergie solaire, en fait, d'électricité solaire, tout producteur d'électricité solaire peut nous donner ces références, ces mesures, en fait, et on les transformera, nous, en sol. Pour chaque mégawattheure, on aura un sol qui sera produit, qui sera émis. Vous savez, c'est une méthode qui est relativement classique dans l'énergie digitale. Hein. On crée d'abord un objet. L'objet, c'est le sol. Et ensuite, on essaie de le monétiser. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on veut essayer de rendre concret quelque chose qui est, par définition, assez impalpable, qui est le fait que faire de l'électricité solaire, c'est mieux que de le faire avec du pétrole ou du gaz, avec autre chose. Oui. Donc, le fait de faire du solaire, c'est positif, mais finalement, il ne s'agit pas uniquement de rendre le projet rentable, comme peut l'apporter le tarif d'achat, etc. Ça, c'est un autre sujet. Non, le fait de faire du solaire, en soi, c'est quelque chose de positif. Et donc, le sol, c'est la façon de le matérialiser. Voilà. On crée une valeur, on rend matériel quelque chose qui est impalpable. C'est ça qui est formidable. Et c'est cette chose-là, en fait, qui va devenir un objet de transaction, puisqu'ensuite, l'entreprise X pourra dire, voilà, moi je suis très, très reconnaissant à monsieur Untel qui produit du solaire avec son installation solaire, je suis très reconnaissant d'avoir fait cet acte-là, c'est positif pour la collectivité, c'est positif pour la planète, et donc je vais donner de l'argent, ce qui me permettra d'en faire encore d'autres projets. Sylvie Perrin ? Oui, alors Jean-Louis, peut-être, oui, pour compléter, j'ai mis la slide sur les certificats de production Sol ou Solix, comme ça vous voyez un petit peu, ça reprend ce que André disait, voilà, comment elles vont fonctionner. Peut-être pour répondre à la question qui était posée, toutes les sociétés qui ont la capacité de faire des donations ou dotations pourront participer. Donc, ça dépend de leur statut et de leur capacité à le faire et de leurs autorisations pour le faire. Et à partir du moment où elles pourront le faire, on pourra en échange leur donner un certain nombre de sols en contrepartie. Donc, absolument,
pour répondre à ces questions, ça sera tout à fait possible. Autre question, qui sera propriétaire des installations? Le maître d'ouvrage. Hein. Maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il perçoit des subventions publiques, des subventions privées. C'est lui qui est propriétaire de l'installation. Et de façon plus précise, la PMO, parce que c'est dans les cadres d'une autoconsommation collective, ça sera la PMO, mais en effet gérée par le maître d'ouvrage. Question financière. Avez-vous envisagé de tokeniser le sol pour faciliter son achat, notamment sur les marchés secondaires? Bien non. Nous, on a décidé de ne pas faire justement une place de marché. On ne va pas le tokeniser, mais on va faire de la négo du gré à gré. Voilà. D'accord. C'est une autre façon de faire. Voilà. On aurait pu envisager de tokeniser, mais on a pensé que c'était beaucoup mieux de travailler avec des dispositifs qui sont déjà en place dans notre pays, et notamment le crédit d'impôt, qui est très puissant quand même. Beaucoup nous parlent d'une initiative française et ils voudraient bien voir cette initiative à vocation européenne, voire mondiale. Bah, écoutez, on va essayer d'abord de la réussir au niveau français, puis on verra. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que nous avons des commentaires différents. Nous avons des commentaires de certains qui nous disent « Mais est-ce que ce n'est pas trop ambitieux, 30 millions à 3 ans ?» Non, c'est conservateur parce qu'on démarre petit. On espère bien pouvoir lever quand même 3 millions d'euros cette année, même peut-être plus. Et ensuite, il y a un effet de contamination positive qui fait que de plus en plus de mécènes viendront. Et pourquoi pas ensuite sur le plan international. C'est une bonne idée. En tout cas, on ne souhaite que ça. Parfait, très bien. Merci pour vos questions à tous. On va enchaîner, puis vous répondrez à d'autres questions, j'imagine, un peu plus tard, avec Emmanuel Cos. Bonjour Emmanuel Cos, la précarité énergétique est une vraie préoccupation pour vous aujourd'hui. Arnaud Leroy nous donnera tout à l'heure des chiffres plus précis. Mais de votre côté, comment vous appréhendez cette problématique de la précarité énergétique, Emmanuel Cos? Bonjour à tous. En fait, notre sujet en tant que bailleur social, c'est au-delà de la précarité énergétique, le sujet, c'est la question de la pauvreté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le parc de logement social en France, c'est à peu près 5 millions de logements. Mais il faut comprendre que c'est dans le parc de logement social qu'on a la plus grande partie des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, si on compare avec la population générale. On a un bon tiers de nos locataires qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et à partir de ce moment-là, évidemment, tout ce qui nous permet de faire baisser leurs charges et de garder des loyers abordables, c'est évidemment extrêmement intéressant. Ça, c'est le premier enjeu. Alors après, c'est vrai que le parc HLM n'est pas le parc de logement le plus dégradé en matière de consommation énergétique. Il n'est pas non plus le plus performant, mais on a des données un peu anciennes qui datent de 2018, où on avait 39% du parc qui était dans les classes ABC, 39% dans la classe D, et puis le reste dans les classes EFG. Donc il y a quand même du parc quand même très énergivore, mais on n'est pas non plus dans des catastrophes que l'on voit par exemple dans de l'habitat privé, insalubre, dégradé. Mais la grande différence, c'est que nos locataires, eux, une différence de 10 € sur une facture d'énergie, en fait, elle peut avoir un impact énorme. Et je ne vous cache pas que dans la crise actuelle économique, on a des locataires vraiment qui s'accrochent énormément pour payer leur loyer, qui mettent en place des systèmes de solidarité, mais on voit bien que des enjeux énergétiques sont extrêmement importants. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on est très intéressé par ce projet-là. Puis, il y a un deuxième sujet qui n'est pas que lié à la précarité énergétique, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est considérablement concerné, puisqu'en fait, il y a quasiment 65% du parc HLM qui est chauffé au gaz. Alors, ça explique qu'on n'a pas non plus les passoires énergétiques les plus folles, parce qu'on a un peu éliminé les immeubles avec du chauffage électrique de très mauvaise qualité. Mais on a donc quand même beaucoup de choses au gaz, et ça va nous poser évidemment des sujets très importants dans les années à venir, à partir du moment où on veut rentrer de plein pied dans la stratégie bas carbone et qu'on veut changer les sources d'énergie. Et le troisième sujet, et je le dis ici en présence d'André Joffre, qui a été vraiment un acteur important pour faire bouger le monde HLM, c'est que les problématiques et la question de l'autoconsommation et de l'autoproduction sont des sujets sur lesquels, depuis plusieurs années, des bailleurs sociaux réfléchissent, parce que beaucoup se demandent qu'apporter de plus à leurs locataires en dehors de simplement les loger, mais aussi est-ce qu'on ne peut pas travailler sur la question de la fourniture d'une énergie qui soit renouvelable, qui soit de meilleur marché, qui soit mieux maîtrisée.
Et donc, je ne vous cache pas que ce projet-là, Sol Solidaire, il est très intéressant pour ça, parce que ça peut permettre de mettre une impulsion chez les bailleurs sociaux beaucoup plus forte que si chacun y allait de sa petite opération. Il y a évidemment aujourd'hui sur les 600, 700 organismes de logement social, il y en a plein qui réfléchissent à avoir de la production énergétique différente, à changer leur mode de consommation, à changer les installations. Mais c'est pas notre métier principal, hein. Là, je pense que je parle devant beaucoup de professionnels. Nous, on sait loger les gens, mais on n'est pas des producteurs d'énergie et des organisateurs d'installation. Mais on se pose beaucoup de questions là-dessus. Et puis, on pense que l'autoconsommation, elle est intéressante aussi dans le logement collectif et pas simplement pour le propriétaire individuel qui veut avoir une manière différente d'utiliser et de produire son énergie. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que c'est évidemment très, très important. Mais c'est vrai aussi, aujourd'hui, comment dire, l'ensemble des programmes de réhabilitation du logement social et tout ce qu'on fait est doté de subventions, de prêts de la Caisse des dépôts, d'aides des collectivités locales. Donc, les bailleurs sociaux ne sont pas démunis ou sans argent pour lancer un certain nombre de choses. Ce n'est pas tout à fait le cas quand vous voulez vous lancer dans un changement total de la fourniture d'énergie et d'installation. Et y compris, on va avoir dans le secteur du logement social des gens très différents. On va avoir des bailleurs avec une capacité à investir, avec des fonds propres, une ingénierie très importante. Et puis, on va avoir des bailleurs qui ont des petits programmes de logement, qui ont un public de locataires extrêmement pauvre. Et je pense notamment à ce type de bailleurs, et je pense que c'est ces projets-là qui sont intéressants. Il faut qu'on aide les bailleurs qui sont les plus en difficulté ou qui ont moins la capacité à faire, de pouvoir se lancer dans ces installations-là et de produire de l'énergie nouvelle. Certains d'entre vous étaient aux universités d'été d'Enerplan en septembre dernier, où on avait eu un exemple d'un programme porté par un bailleur qui s'appelle Solia. Typiquement, c'est des programmes très complexes à mettre en œuvre et très coûteux. Et en plus, c'est un investissement au long cours. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est assez intéressant si on peut, à travers ce projet-là, avoir une action qui va permettre de cibler des acteurs qui aujourd'hui ont besoin d'un coup de pouce pour se lancer, ont aussi besoin, je pense, de vivre dans la communauté qui présente là aujourd'hui du solaire. Je veux dire par là que voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau pour les bailleurs sociaux. C'est pas notre secteur de prédilection. On n'a pas toujours la connaissance en interne. Donc, on est aussi très dépendant d'un secteur économique vertueux et qui nous conseille bien. Combien de logements sociaux en France, me demande Alain Colson? Mes chiffres ne sont pas tout à fait exacts. On doit être à 4,8 millions de logements. Ça représente, mais je vais lui redire, c'est à peu près un peu plus de 15% des résidences principales en France et c'est 80% de parcs collectifs et donc le reste en pavillonnaire. Résidentiel, d'accord. Une question d'Agnès Serre. Est-ce que le projet Sol Solidaire pourrait intégrer des programmes de type en rue et donc bénéficier de financement en rue? Alors, aujourd'hui, on n'en a pas discuté. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de logements réhabilités, dans le cadre des programmes de rénovation urbaine, on pourrait aussi décider qu'à l'occasion de ces programmes-là, on a une réflexion poussée, y compris sur la fourniture la production et la fourniture d'énergie. Donc, pourquoi pas. Après, je ne m'aventurerai pas sur le règlement financier de l'ANRU qui est extrêmement compliqué. Et il faut quand même le dire, les opérations de réhabilitation sont celles qui sont le moins financées aujourd'hui. Mais ça pose évidemment des questions. Et bon, par ailleurs, André a dit quelque chose de très important tout à l'heure sur la question des C2E, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra aussi qu'on creuse, évidemment, pour multiplier les sources de financement. Vous avez été aussi ministre de l'Habitat durable, donc j'imagine que ça vous parle, cette initiative. Ça me parle d'autant plus que c'est moi qui ai présenté à l'Assemblée nationale le premier texte sur l'autoconsommation, qui depuis, heureusement, a bien évolué. Mais j'ai aussi vu on n'est pas au bout quand même du carcan, on va dire, législatif et réglementaire pour permettre de libérer ces sujets-là par rapport à d'autres pays européens. Après, la question de l'habitat durable, oui, ça va d'ailleurs au-delà de la question de l'énergie, c'est quelque chose de global. Hein. C'est évidemment quels matériaux on utilise dans les programmes neufs et dans la réhabilitation.
donc les écomatériaux. Est-ce qu'on est capable de faire des logements qui sont sobres en consommation énergétique? Aujourd'hui, on en est capable. Ça a un coût, mais qui, s'il est bien amorti, est plutôt intéressant. La question, c'est voilà, comment ne pas se planter sur les solutions énergétiques que l'on prend. Et puis aussi, et là, je parle devant beaucoup de professionnels, mais il faut aussi qu'on évite de faire des transferts de charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des ménages qui ont une énergie qui est malheureusement pas très chère, enfin, malheureusement parce que l'énergie, notamment nucléaire, n'est pas au juste prix, nous ne la payons pas totalement au juste prix, mais en tout cas, on a beaucoup de ménages qui ont une énergie qui n'est pas très chère et il faut qu'on arrive à leur démontrer qu'il est plus vertueux d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue d'émissions à gaz à effet de serre d'avoir des énergies propres. Mais ça ne va pas de soi parce que notamment, il y a les enjeux de maintenance, il y a les enjeux d'avoir des systèmes qui fonctionnent bien. Et je le dis aussi ici, on a des enjeux de solidité professionnelle parce que si on plante la fourniture d'énergie à 250 locataires parce que d'un seul coup, ça ne marche plus, et ça nous arrive. Ça nous arrive aujourd'hui avec des sujets aussi très, très différents, mais il faut vraiment qu'on puisse être capable d'apporter un vrai service rendu et qu'on montre que c'est vertueux. Donc, et pourquoi on y tient beaucoup? Parce que nous, on a la chance d'être un mouvement donc, assez important. Je l'ai dit, quasiment 5 millions de logements. Donc, c'est des millions de locataires. C'est-à-dire que ça permet aussi de faire une éducation à ces sujets-là. Et je pense d'emmener un mouvement qui aujourd'hui existe, mais qui n'existe pas beaucoup dans les structures collectives. Et puis, je l'ai vu parce que j'ai vu une question tout à l'heure sur les copropriétés privées. Donc, les bailleurs HLM ne sont pas aujourd'hui... on ne gère pas de copropriété privée. Néanmoins, il nous arrive d'avoir du parc HLM qui est mixé avec de la copropriété privée. Et donc, je pense qu'à cette occasion, on va peut-être être en capacité d'emmener aussi des projets un peu complexes qui vont permettre d'emmener des bailleurs sociaux et des copropriétés privées qui font partie d'une même résidence, d'un même programme immobilier, vers justement ce type d'évolution. Justement, vous parliez d'une pédagogie à faire. Sur ce type de projet-là, aujourd'hui, les gens qui sont vos locataires, comment perçoivent-ils ça? De manière très positive, ils sont un peu anxieux, ils sont un peu… Non, je ne suis pas toujours certaine que ce soit de manière positive parce que, bon, déjà, il y a beaucoup de difficultés quand on amène des programmes de réhabilitation de logements en général, notamment en milieu occupé, parce que c'est jamais simple quand vous expliquez à vos locataires que vous allez réhabiliter alors qu'il est dans son logement, il va avoir la gêne des travaux, il n'est jamais certain que les travaux vont bien se passer, est-ce que vraiment ça va être mieux pour lui? Voilà, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de réhabilitation, hein, mais pas assez par rapport aux exigences du gouvernement, mais on en fait quand même à peu près 160 000. On en a seulement, on va dire, 120 ou 130 000 par an qui permettent vraiment de changer de classe énergétique, donc avec des très gros travaux. Mais après, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de locataires qui vont vous expliquer que les changements de chaudière n'ont rien apporté, que quand on a commencé à utiliser, par exemple, pour l'eau chaude sanitaire, des systèmes d'énergie renouvelable, ça ne fonctionne pas toujours, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis surtout, la question la plus récurrente, me semble-t-il, c'est que si on améliore les logements, il va y avoir une augmentation de loyer. Enfin, qu'en fait, est-ce que les locataires se disent toujours que si c'est mieux pour eux, pourquoi est-ce qu'ils ne paieraient pas plus? Ouais. Donc justement, il faut qu'on leur démontre qu'on a des systèmes de financement et d'investissement, puisque le bailleur, quand il investit là-dedans, bah, il revalorise aussi son patrimoine, qui nous permet de ne pas impacter sur le loyer les locataires. Après, on a quand même de l'expérience aujourd'hui, hein. On a des programmes qui ont été faits de réhabilitation avec des gros accents sur l'efficacité énergétique qui ont été faits dans pas mal d'endroits. Quand au bout de 2 ans, les locataires se rendent compte qu'ils ont économisé parfois la moitié d'une facture d'énergie, ils commencent à se rendre compte de l'intérêt. Après, ça aussi, je ne vous cache pas d'autres enjeux. C'est pour ça que je ne veux jamais tout mettre que sur la question économique. C'est qu'on a aussi vu que quand l'énergie devient moins chère, grâce à une production différente, on en consomme aussi beaucoup plus. Donc, il y a aussi, enfin, je pense qu'il faut évidemment dire que c'est bon pour le pouvoir d'achat des ménages, mais il faut aussi qu'on travaille sur comment on maîtrise mieux ses consommations et comment on n'est pas à être dans de la consommation excessive parce que ce n'est plus cher. Je le dis parce qu'aujourd'hui, comme les bailleurs sociaux ont été dans les premiers à sortir
des programmes en passif, des programmes à énergie positive. Et donc, quand même, on a aussi vu que parfois, on avait des consommations qui étaient assez étonnantes à partir du moment où, en fait, le prix de l'énergie ne pesait pas dans le poids du revenu mensuel du ménage. D'accord. Donc, beaucoup de pédagogie. Il faut de l'accompagnement, de toute façon. Mais c'est pareil dans le parc privé. Hein. Je pense que si on n'accompagne pas les propriétaires et les locataires sur ce type d'installation et en général sur l'énergie, on n'arrive pas à contrôler les consommations. Après, il faut quand même le dire, André a parlé tout à l'heure du chèque énergie, qui est quand même distribué à beaucoup de ménages. Je pense qu'il faut… le chèque, aujourd'hui, il est intéressant pour sortir des ménages de très grandes difficultés, mais in fine, il faut qu'on les sorte de la précarité énergétique. Donc, il faut qu'on arrive à évidemment trouver des solutions différentes pour leur consommation. Et je ne vous cache pas que là-dessus, là, on parle aujourd'hui de la fourniture d'énergie, mais peut-être que demain, on pourra aussi parler des équipements. Parce que fournir de l'énergie, c'est une chose, mais si on n'a que des équipements énergivores, c'est quand même extrêmement problématique. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel Cos. Merci, vous restez avec nous. Il y aura certainement quelques questions encore. On enchaîne avec Laetitia Brottier, vice-présidente d'Enerplan, qui soutient également Sol Solidaire. Et également, vous êtes un acteur industriel du solaire innovant d'ailleurs en France. Vous deviez inaugurer, je crois, une chaîne de production dans l'Ain, d'ailleurs, du Halson. Ça a été retardé à cause du Covid-19, mais je pense que pour l'automne, on fera la fête, pour cette inauguration de la ligne de production. Laetitia, vous insistez beaucoup, et alors Emmanuel Cos vient d'en parler, sur les besoins de compétences pour mener ces actions. Oui, tout à fait. Ouais. Donc Enerplan, on est évidemment ravis de soutenir cette initiative d'autoconsommation collective solidaire, donc Sol Solidaire. Mais on souhaite vraiment aussi alerter sur le fait pour vos projets de vous accompagner avec des bureaux d'études solides, parce que c'est quand même des projets qui sont à la fois techniques et administratifs, qui demandent de vraies compétences. On a, au niveau technique, il faut avoir une bonne adéquation des besoins d'électricité avec finalement le dimensionnement de l'installation. Et puis au niveau administratif, il y a quand même un accompagnement à faire sur la gestion de la personne de la PMO, donc la personne morale organisatrice de l'autoconsommation collective. Et donc, pour ça, on a tout un référentiel de bureaux d'études qualifiés qui est maintenant sorti dans le solaire. Et on voulait vraiment vous inciter. On a, si vous cherchez, vous n'avez pas forcément de bureau d'études en tête, on a sur notre site Enerplan. Donc Enerplan regroupe toute la filière solaire, des bureaux d'études jusqu'aux installateurs, en passant par les fabricants. Et donc sur notre site, sur nos adhérents, vous pouvez les trier par typologie d'acteurs. Donc on a aussi toute une typologie bureau d'études. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour voir tous ces bureaux d'études qui ont l'habitude de travailler en solaire. Je dois quand même avouer que l'autoconsommation collective, c'est quand même assez nouveau. On a vu qu'il y avait 20 installations qui étaient faites aujourd'hui, mais néanmoins, tous ceux qui ont l'habitude de dimensionnement solaire seront le plus à même de vous accompagner. Voilà, je voulais aussi ajouter que sur le cahier des charges, on cible évidemment au niveau de l'installation également des installateurs qualifiés, donc du coup bureau d'études pour bien concevoir et installateurs pour bien installer. On a besoin d'une qualification des installateurs en photovoltaïque parce que c'est quand même une complexité pour l'assurance d'avoir des ouvrages qui sont assurables. Et donc ceux qui sont vraiment qualifiés auront finalement des assurances qui vous permettront d'avoir un ouvrage dans les règles de l'art. D'ailleurs, d'aucuns s'inquiètent. Une question qui était passée tout à l'heure en disant est-ce qu'il y aura suffisamment justement d'installateurs agréés, compétents pour cette montée en charge attendue de 20 000 installations sous les 3 ans, comme disait André Joffre. Est-ce qu'on peut les rassurer? Est-ce qu'il y aura des ressources et des compétences pour cette action-là, Laetitia? Alors, du coup, je vais parler de QualityENR, l'organisme de certification que je connais le mieux puisque Enerplan le chapeaute. Au niveau de QualityENR, il y a plus de 18 000 installateurs qualifiés. Alors, pas tous dans le photovoltaïque, mais on a un vrai panel d'installateurs qui existe aujourd'hui.
photovoltaïque, on n'en fait pas que dans Sol Solidaire. Hein, c'est quand même, on a une filière qui est en forte croissance. Néanmoins, se pose toujours la question de la montée en croissance de notre filière et on a beaucoup d'initiatives et notamment du Halson. Hein, donc mon entreprise, on a mené une filière de formation avec d'autres. Et donc, on a vraiment des installateurs, de plus en plus d'installateurs qualifiés dans notre filière et c'est important de s'occuper de ça, effectivement. On revient sur le cahier des charges et sur deux notions qui vous tiennent à cœur, c'est la localisation et l'innovation. Est-ce qu'on peut commencer par la localisation? D'aucuns s'inquiètent aussi de panneaux, de cellules qui viendraient de Chine d'ailleurs. Est-ce qu'on peut un peu là aussi rassurer? Je parlais de votre ligne industrielle. Vous êtes aujourd'hui, vous essayez de relocaliser justement cette industrie? Oui, c'est tout à fait vrai. On n'est pas les seuls. Donc, du Halson, nous, on produit nos panneaux solaires. On a même un label Made in France sur nos panneaux solaires. Donc, on est fiers de ça, mais on n'est pas du tout les seuls. Et au niveau d'Enerplan, on a aussi beaucoup de producteurs. Il y a plus de 1 gigawatt produit en France de modules. Au-delà du module, on a l'ensemble du système qui peut être localisé puisqu'on a les onduleurs, les structures d'intégration. Et c'est vrai que le cahier des charges insiste sur le fait de choisir pour son système du matériel français ou au moins européen. Absolument. C'est tout à fait d'actualité puisqu'on parle de relocalisation de l'industrie photovoltaïque. Il y a notamment un call to action qui sera diffusé dans 1 heure par une centaine de co-signataires au niveau européen pour inciter à la relocalisation de l'industrie. Qui est co-signé par Enerplan, du Halson, mais aussi l'IPVF, le CEA et beaucoup d'autres acteurs industriels français. Donc on aura de plus en plus de capacités et donc on sera à même de finalement mettre cette montée en charge. On voit de Sol Solidaire qui est prévue dans les 3 ans, on sera à même de l'approvisionner. Et voilà, je pense que c'est important parce que on parle de solidarité et de rechanger l'énergie, mais c'est vrai que c'est tout notre système économique qui est impacté par le solaire. Sur le point de vue de l'innovation, on a un ensemble d'innovations qui est ciblé, que ce soit le module, la gestion optimisée, le pilotage des consommations, le stockage, le monitoring et même le financement participatif et citoyen. Du coup, c'est vrai que le fait d'être pionnier, c'est aussi l'occasion finalement de mettre en place ces innovations. Beaucoup sont françaises pour être au plus proche de finalement système optimisé pour être smart grid, pour être avec le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui. On pense que le solaire aujourd'hui, ça doit être préfigurer une société vraiment inclusive et que c'est aussi cette initiative doit être l'occasion pour des personnes qui pourraient être précaires d'être finalement à la pointe. Alors, une question aussi, M. Mandin nous demande si Sol Solidaire pourra financer des projets de production mixte de panneaux solaires photovoltaïques avec eau chaude sanitaire. Forcément, là, vous pouvez en parler, Laetitia, du Halson. Le premier cahier des charges, il est vraiment ciblé sur le photovoltaïque, mais évidemment, dans Sol Solidaire, on est ouvert à l'ensemble du solaire, et c'est pour ça qu'Enerplan le soutient. C'est à la fois du solaire thermique et solaire photovoltaïque. On commence par le photovoltaïque, c'est beaucoup plus, on va dire, encadré au niveau de tout ce qui est PMO, autoconsommation collective solidaire, mais évidemment, on sera beaucoup plus large dans Sol Solidaire. D'accord. Un dernier mot sur le contexte de l'autoconsommation collective aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Évidemment. Alors, du coup, Enerplan, depuis 2015, on soutient. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on représente toute la filière et nos clients, si on regarde, par exemple, le baromètre qui a été fait par Qualito-Aner en 2019, qui sondent finalement nos clients, on a quoi? L'essentiel, finalement, des gens qui sont intéressés par l'autoconsommation, 88%. Et sur des personnes intéressées, on a plus de la moitié qui veulent soit partager, soit donner leur surplus. Donc, c'est énorme. On a vraiment cette appétence de nos clients. Donc, et ça va se ressentir. Là, on parle de donner une deuxième vie à nos électrons en les collectant pour pouvoir finalement les faire participer à Sol Solidaire. Évidemment que ça intéresse nos producteurs et nos clients parce que c'est tout un sens. Et pour nous, le solaire, évidemment, c'est pas seulement de l'électricité. C'est vraiment quelque chose qui est porteur de sens. C'est de l'énergie de tous et pour tous. Et on veut le matérialiser. Cette initiative est une voie.
Alors, l'autoconsommation collective, bien sûr, on a essayé de le mettre en place puisque c'est ce que veulent nos clients. Depuis 2015, on a alerté, on a une première loi qui a défini le cadre, des ordonnances, des décrets qui sont sortis en 2017. En 2018, on a eu déjà les éléments pour savoir au niveau réseau combien on devait payer. On a encore beaucoup de sujets. Du coup, André avait évoqué on avait évoqué et Sylvie avait bien précisé que pour la TICFE, on a vraiment cette question de savoir qui doit payer et pourquoi, puisque finalement, on parle déjà de précarité, continuité territoriale, développement des ENR. Donc, est-ce que c'est logique qu'on ait à payer la TICFE en autoconsommation collective? On a aussi cet autre point qu'a rappelé Emmanuel Cos sur le C2E, le financement par du coup les certificats d'économie d'énergie qui sont pas ouverts aujourd'hui à l'autoconsommation. Pour nous, ça n'a pas de logique puisqu'on est bien en train de faire baisser au moins dans les DOM, mais une étude le rappelait qui est sortie le mois dernier. On a une étude qui démontrait que même en métropole, on économise vraiment du CO2. Du coup, on est vraiment porteur d'une solution qui est bas carbone, même dans une société où du nucléaire alimente beaucoup l'électricité. Donc, c'est vraiment une question pour nous de fond. L'autoconsommation collective, c'est ce qu'on souhaite puisqu'on veut une énergie pour tous et par tous. Et donc, du coup, on a besoin que ce carcan finalement évolue et qu'on a toutes les règles fiscales et techniques et réglementaires pour le mettre en œuvre de manière juste. On a des questions également sur le TURP. Alors, je ne sais pas, peut-être Sylvie Perrin peut répondre. Quelle est la question, pardon? La question, on a beaucoup de questions en fait, des participants à la conférence sur le TURP aussi. Oui. Sur le TURP, je ne pense pas qu'il y aura un régime dérogatoire spécial. En fait, quand on regarde le business plan des projets d'autoconsommation, ce qui fait que les projets d'autoconsommation collective ne décollent pas, c'est principalement la TICFE. C'est ça qui a un impact majeur. Et d'ailleurs, on le voit aussi, c'est pas si simple sur l'autoconsommation individuelle et sur les projets qui en sont exonérés. Ils sont déployés, mais pas au niveau que la DGEC souhaiterait dans le cadre de réponse aux appels d'offres, mais ça se développe davantage. Par contre, un BP dans lequel on a des projets d'autoconsommation assez classiques, avec la TICFE, c'est pas tellement rentable. C'est le problème. Donc, il va falloir travailler vraiment sur la rentabilité du projet, éventuellement un mix énergique, avoir les bons participants. Voilà. Donc, ce qui ferait sens dans cette politique d'aide qui existe, c'est de pouvoir bénéficier pour ces projets-là d'une dérogation de la TICFE, puisque justement le but est purement d'alimenter des ménages qui en ont besoin. Oui, le TURP n'est pas non plus trop anodin, hein, parce que en fait on a fait un choix en France du timbre-poste, c'est-à-dire le tarif est le même quelle que soit la distance, et en fait on voit que si on veut transférer l'électricité depuis le toit du bâtiment jusque dans les appartements, on peut aussi cher si on traverse la France, à peu de choses près. Bon. Donc, il y a un vrai sujet là à aborder. Je sais bien qu'on est parti sur la péréquation, tout le monde paie le même prix, etc. Mais je pense quand même que ça nuit fortement à tout ce qui est communauté d'énergie renouvelable, etc. Et d'ailleurs, il va falloir, dans ce cadre-là, je pense, que les règles évoluent. Alors, la définition du TURP 6, là, qui est en cours de discussion en ce moment, est certainement le bon moment, la bonne occasion pour pouvoir discuter de ces sujets-là, puisqu'il devrait entrer en fonction normalement, si tout va bien, au mois d'août. Et il y a une consultation qui est en cours, donc n'hésitez pas si vous voulez contribuer pour pouvoir, nous on l'a fait avec Enerplan, etc., on a contribué pour apporter des points de vue, mais il est bien évident qu'il faut absolument résoudre ce petit problème-là qui est épouvantable au point de vue économique. Ça, comme tu le disais avec la TICFE, ça nous met les business models complètement à plat, quoi. Donc, il faut absolument… alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire un sort particulier aux logements sociaux, aux gens qui sont en précarité, etc., parce que tout le monde on est à égalité devant la loi. Mais par contre, il faut simplement que le prix reflète réellement les coûts. Et on voit bien que quand on fait circuler l'électricité dans un bâtiment, ce n'est pas le même tarif que quand on le fait traverser la France, quoi. Voilà. Une question
la copropriété privée notamment. Est-ce que c'est André Pouget qui nous dit, est-ce que vous envisagez à terme sol solidaire pour ce secteur privé? Emmanuel Cos rappelait aussi qu'il y avait beaucoup de précarité dans le logement privé, peut-être plus d'ailleurs que dans le logement social. Alors, oui, c'est le gros sujet. C'est le gros sujet. Le logement, les copropriétés privées souvent sont dans des états catastrophiques. Mais dans ce cas-là, c'est très très compliqué de monter des projets, quoi. C'est pas un hasard aussi s'il y a de tels dégâts dans ce milieu-là. Déjà, monter des projets dans une copropriété, c'est compliqué, parce qu'il faut arriver à mobiliser, même si la loi permet d'avoir des majorités simples aujourd'hui pour tout ce qui est travaux d'économie d'énergie. Donc, normalement, on doit pouvoir… Mais moi, ça m'est arrivé pour des installations qui étaient rentables, sur des chauffe-eau solaires, par exemple, d'être obligé de revenir 3 années de suite aux assemblées générales pour plaider le projet. C'est vraiment un travail de titan et vraiment c'est anti-économique au niveau d'une entreprise, par exemple. Il n'est pas du tout rentable pour un bureau d'études de faire ce genre de travail. Donc, oui, dans la copropriété, c'est ouvert, il n'y a pas d'interdiction, on pourra en financer, mais simplement, il faut que les projets se montent. Et là, le développement de projets dans une copropriété, c'est du boulot, quoi. Voilà, c'est ça la difficulté. Je sais qu'André a beaucoup de talent, donc… Emmanuel Cos, si je peux me permettre, là, l'idée, enfin, je ne veux pas parler à la place d'André, mais c'est vrai qu'on est parti sur les bailleurs sociaux avec des enjeux, évidemment, notamment pour les ménages qui ont une précarité assez forte. Je pense qu'évidemment, le secteur des copropriétés privées, notamment les plus grosses, est un enjeu essentiel et d'ailleurs, il est extrêmement ciblé dans tous les programmes gouvernementaux sur la rénovation. Après, il ne faut pas se raconter d'histoire. On est sur des complexités extrêmement difficiles, d'une part parce qu'un bailleur social, il agit seul. Dans une copropriété, vous devez quand même réussir à embarquer l'ensemble des copropriétaires et donc d'avoir un intérêt commun. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est que beaucoup d'entre eux ne veulent pas investir dans un système qui va amener une efficacité, y compris économique, un certain nombre d'années plus tard. Et d'autant plus que le gros sujet aujourd'hui dans les copropriétés, c'est d'arriver à faire en même temps des travaux dans les parties privatives et les parties communes, parce que sinon on n'y arrive pas et on n'est pas sur une efficience des travaux. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Il y a notamment aujourd'hui des bailleurs sociaux qui sont sollicités pour porter les copropriétés privées dans le cadre du plan de rénovation dont j'ai oublié le nom, mais vous le retrouverez, qui est un plan gouvernemental qui vise notamment à rénover les plus grandes copropriétés en difficulté. Il y en a plus d'une centaine. Et en fait, elles vont être soutenues notamment par des bailleurs sociaux, par les établissements publics fonciers, par des organismes type ANA, Solia et tout ça. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par ces systèmes-là. Après, il faut aussi se donner les moyens à long terme. Parce qu'il me semble, et là je parle devant des gens qui font des installations notamment solaires, pour que ça fonctionne à long terme, il faudra aussi mettre l'argent sur la maintenance et le fonctionnement des installations. Et donc, ça veut dire aussi trouver un système économique qui impose aux copropriétés de ne jamais rogner sur cela. Parce que ce qui fait aussi les grandes difficultés des copropriétés, c'est qu'à un moment, il n'y a plus d'argent qui est mis pour entretenir les bâtiments et l'ensemble des installations. Donc, il faut se donner des garanties, me semble-t-il. Sinon, qu'on amène du solaire aujourd'hui, comme hier de la géothermie ou n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut trouver des systèmes qui permettent d'être dans une certaine pérennité. Tout à fait. Alors, une autre question de Bénédicte Martin, et merci Emmanuel Cos pour ces détails. Est-ce qu'un projet sol solidaire aura des critères sur le fournisseur à qui le surplus doit être revendu, type structure toute énergie renouvelable comme Enercop par exemple, et le tarif pourra-t-il être soutenu? Non, en fait, il n'y a pas de règles. Bon, bien entendu que tout ce qui sera revendu au niveau d'un tiers, de fournisseur d'énergie, devra être restitué à Sol solidaire. C'est le but du jeu. S'il y a trop d'énergie produite, il faudra que l'argent récolté permette de pouvoir développer de nouveaux projets. Mais il n'y aura pas d'orientation particulière. Bon, après, on connaît tous je dirais, ceux qui sont amis du solaire, hein, ceux qui sont… il y a 2 types finalement d'énergie verte. Vous savez, en France, il y a l'énergie nucléaire sur laquelle on colle un certificat
d'origine qui viennent d'Europe du Nord la plupart du temps. Et puis, il y a les vraies installations qui produisent de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'installations qui sont chez nous. Et d'ailleurs, je crois que l'ADEME est en train de réfléchir il y a un projet d'étude qui est en cours pour définir justement ce que doit être l'origine, c'est quoi un kilowattheure solaire. Donc, c'est intéressant d'en parler. D'accord. En parlant de l'ADEME, est-ce que vous avez du nouveau, André Joffre, quant à la présence d'Arnaud Leroy Oui, alors il a envoyé un SMS pour dire qu'il était toujours confiné dans une réunion sur le déconfinement. et donc, qui nous rejoignent dès que possible, mais c'est un peu difficile, quoi, je pense. Voilà, bon, on va voir. On espère en tout cas qu'il va être déconfiné de sa réunion sur le déconfinement, lui aussi. J'avais une autre question de Sébastien Dupraz. Intéressante question. Par extension, est-ce que Sol Solidaire aura-t-elle la possibilité de participer au financement de centrales sur des bâtiments appartenant à des associations reconnues d'utilité publique? Alors, pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais si c'est des installations qui sont destinées à l'autoconsommation, pourquoi pas. Pour l'instant, on a laissé de côté un peu les tiers investisseurs, hein, parce que c'est compliqué. C'est possible de faire de l'autoconsommation avec du tiers financeur, mais pour l'instant, on l'a laissé un peu de côté, mais ça pourrait s'envisager. Tout dépend de la destination. Si c'est pour financer des installations qui vont produire de l'électricité pour être vendues sur le réseau, je pense que ce n'est pas tellement la vocation de Sol Solidaire. Nous, on est plutôt engagés dans la réduction de la consommation. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Fabienne Gonzalez, Gironde Habitat. Dans le cadre de l'autoconsommation collective, le responsable d'équilibre propose un contrat de rachat du surplus. Si le surplus doit être donné à l'association, celle-ci peut-elle être également responsable d'équilibre? Question à Sylvie Perrin, peut-être. Question compliquée. Une question très précise. Hein. Oui, alors, c'est une question très précise et c'est en effet un sujet sur lequel on débat actuellement sur la façon de céder ce surplus parce que, évidemment, l'association n'a pas vocation à être fournisseur. L'idée est donc de mettre en place un mécanisme qui permettra d'en bénéficier, d'avoir une donation, de ne pas avoir l'impact fiscal ni le traitement de fournisseurs. Donc, non, on ne sera pas responsable d'équilibre. Il y aura un autre responsable d'équilibre qui gérera cet aspect. Ce ne sera pas l'association, mais ce sera par un autre mécanisme qu'on est en train de finaliser, que l'on fera la cession sur le marché de ces kilowatts complémentaires. Merci. Bénédicte Martin, toujours, quel intérêt pour les producteurs d'entrer dans le dispositif? Pour les producteurs qui souhaitent créer des projets et capitaliser par la mise en place de projets, aucun. C'est un projet solidaire et c'est un projet qui a vocation à participer pour faire bénéficier des gens qui n'en ont pas les moyens de la baisse de leur facture électrique. Évidemment, des producteurs qui sont compétents pour faire des installations pourront toujours être sélectionnés pour faire une installation, mais ils ne seront pas propriétaires de cette installation. Donc, ils interviendront avec leur capacité de service, de faire de l'IPC, de l'ONM, de la maintenance, voilà, à des tarifs qui seront bien négociés en considération des bénéfices. Merci, Sylvie Perrin. Florent Chardonnel nous demande si les sols ont un lien quelconque avec les solar coins. Non, c'est tout à fait différent. En fait, justement, le solar coin prévoit d'être mis sur une place de marché et faire l'objet d'une cotation, ce qui n'est pas le cas du tout des sols de sol solidaire. Ça n'a rien à voir. Alors, pas mal de questions aussi, on le sait, hein, dans le monde du solaire, il y a aussi des thermiciens qui sont avec nous aujourd'hui. Pourquoi ne pas ouvrir cette formidable initiative au solaire thermique collectif ou au réseau de chaleur? Oui, mais on le fera. Comme disait tout à l'heure Laetitia, le solaire, c'est tout le solaire, ce n'est pas uniquement le solaire photovoltaïque. Bon, c'est vrai qu'il faut commencer par un morceau, donc on commence par le photovoltaïque, mais le solaire thermique est un sujet intéressant. D'autant, comme le disait tout à l'heure Emma, on est aujourd'hui confronté à des prix de l'énergie qui sont bas, qui visiblement risquent d'être bas pendant longtemps, avec des conséquences sur le prix du gaz. Alors ça, c'est très bien parce que le prix du chauffage va être moins douloureux l'hiver prochain, mais ça reste quand même une période difficile pour les investissements dans ces domaines-là.
Et il faut, je crois, avoir une vision de réduction réellement des émissions de gaz à effet de serre plutôt que de chercher une économie à tout prix. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a une quarantaine d'années, c'était juste après les chocs pétroliers, on ne parlait que de ça, que de l'économie. Et puis quand le prix du pétrole a diminué, qu'il y a eu le contre-choc pétrolier en 86, on s'est retrouvé sans marché. Parce que tout simplement, tous les projets qui étaient basés sur des économies financières et non d'économies d'énergie sont tombés à l'eau. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas retomber dans les mêmes travers. Je crois que l'intérêt de faire du solaire thermique est un intérêt de réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que la plupart du temps, dans 50% des cas, et beaucoup plus encore dans le logement social, on chasse effectivement du gaz ou du fioul, même encore un petit peu. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut viser à réduire les émissions de CO2. Si on commence à parler de rentabilité économique, etc., on n'en sortira jamais. Voilà. Donc, le pétrole, il coûte $1,50 dans le Golfe. Donc, je veux dire, voilà, il y aura toujours du pétrole au très bon marché. Et aujourd'hui, c'est les raisons qui doivent nous pousser à éviter d'utiliser des combustibles fossiles, c'est précisément la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un sujet qu'il faut prendre par tous les bouts, que ce soit au niveau de la mobilité, des voitures électriques, au niveau des chauffages des bâtiments, etc. Et il y a des solutions solaires thermiques ou d'autres énergies renouvelables d'ailleurs, que ce soit du bois énergie, que ce soit même des pompes à chaleur lorsqu'elles sont bien conçues, qui permettent de résoudre ces problèmes-là. C'est une question plus politique, Emmanuel Causse. On parle beaucoup en ce moment de l'économie versus du développement durable. Est-ce que la crise économique qui va suivre la crise sanitaire ne va pas, et les lobbies sont à l'affaire, on le sait aujourd'hui, justement freiner ce que vient de dire André, la lutte contre les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Comment vous voyez la chose aujourd'hui? Je la vois avec tout à l'heure. Vous disiez que c'était un des arguments, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre. Non, mais moi, je la vois avec inquiétude parce que déjà, je suis pourtant assez optimiste de nature, mais l'idée que les crises font qu'on réfléchit mieux et qu'on agit autrement, dans le monde dans lequel on est, j'y crois peu. Parce que sinon, on aurait y compris appris à mieux gérer la pandémie dans laquelle on est confronté aujourd'hui. Donc, de toute façon, si on veut maintenir une trajectoire correcte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut absolument, d'une part, il y a une stratégie, la bas carbone, qui est sortie, mais vous avez vu la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est sortie. Personnellement, je la trouve pas totalement ambitieuse, enfin en tout cas sur un certain nombre de sujets, même si sur d'autres elle est pas mal, mais bon. Donc oui, il y a des risques, et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas ne parler de ces enjeux-là que pour des questions monétaires et des questions financières. Pendant longtemps, on a voulu montrer que recourir aux énergies, par exemple renouvelables, c'était intéressant financièrement. Il faut qu'on assume fortement le fait que si on ne change pas les moyens de consommation et donc de production d'énergie, on va mettre en l'air très rapidement la planète. Et en particulier, il va y avoir un rebond économique, en tout cas on peut l'espérer, y compris pour que beaucoup de personnes dans notre pays s'en sortent, parce que là on est quand même face à une montée en une très forte vague de pauvreté qui était déjà là, mais qui vient vraiment d'être renforcée par le Covid. Et donc justement, il faut qu'on arrive à montrer que plus de prise en compte des questions environnementales et peut être meilleur pour l'économie. Alors, j'ai vu hier un appel, une tribune signée dans Le Monde par un certain nombre de personnalités. L'appel en soi, il est pas mal. Après, quand j'ai regardé les signataires, je ne vous cache pas que j'étais un peu étonnée puisqu'il y avait compris des gens qui avaient appelé à la fin des normes environnementales. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on arrête aussi, mais il faut qu'on sorte de notre chapelle des convaincus. Il faut qu'on aille parler à ceux qui ne sont pas convaincus, qu'avoir des normes environnementales plus importantes, plus draconiennes, c'est ce qui peut nous permettre notamment de renforcer l'économie. Moi, je crois quand même qu'il y a demain une capacité à renforcer une grande partie du système économique grâce à une production qui soit évidemment différente et plus respectueuse. Mais ça veut dire aussi qu'il faut une trajectoire politique très forte. Et je ne vous cache pas que personnellement, mais je m'en veux de parler là puisque Arnaud Leroy, qui représente l'ADEME, n'est pas présent, mais donc il dirait peut-être des choses autrement, mais je pense qu'on a une trajectoire qui n'est pas toujours assez claire. Aujourd'hui, on a des va-et-vient qui ne sont pas bons. Merci. Voilà.
Laetitia Brottier, je vous voyais hocher la tête sur ce que disait Emmanuel Cos. Oui, évidemment, on a besoin d'avoir une trajectoire claire. Nous, je sais qu'au niveau d'Enerplan, on a 36 mesures qu'on a proposées au gouvernement pour un plan de relance post-Covid-19 qui soit compatible avec la transition énergétique. Et du coup, on espère beaucoup effectivement que ce plan de relance sera bien une relance verte. C'est tout l'enjeu. On pense que c'est tout à fait compatible avec l'activité économique et ce mouvement de relocalisation nous montre bien que c'est quand même des emplois que l'on pense générer et localement. Donc, c'est important. Emmanuel Cos disait que ça génère aussi de l'économie et ça génère de la richesse. On peut relancer par la croissance verte. Oui, tout à fait. Tout à fait, et c'est important de le redire parce que on a souvent l'impression que finalement les énergies renouvelables, on se pose parfois la question de où sont les emplois, mais les emplois sont quand même locaux également. On ne délocalise pas du tout tout ce qui est finalement production, installation des systèmes, et puis on a de plus en plus de relocalisation de systèmes. Donc, on a fait un peu le bilan au niveau d'Enerplan. Il faut qu'on le refasse pour 2020, mais on l'avait fait il y a quelques années sur le nombre d'emplois de la filière. Et on sentait que d'ici 2023, on pouvait doubler les emplois en France sans aucun souci en ayant quelques positionnements politiques qui étaient en tout cas pas défavorables à l'énergie solaire. Et vu notre croissance et vu des projets comme Sol Solidaire, on pense vraiment que finalement, on a un bel avenir pour notre filière à court terme. Merci beaucoup, Laetitia Brottier. André Joffre, pas de nouvelles d'Arnaud Leroy, toujours confiné? Non, toujours pas. Et bon, je crois qu'on va malheureusement. Je vous laisse conclure. André Joffre. Oui, bon, sur ce dernier point d'ailleurs qui vient d'être évoqué, c'est très important. Il y a un débat effectivement qui se fait jour pour dire finalement ça sert à quoi l'écologie, etc. Il y en a un peu marre. Ça commence à bien faire, comme disait l'autre. Bon, et puis on se rend compte finalement que même si les signataires de la Tribune du Monde ne sont pas tous des exemples en termes de RSE, ils sont quand même présents. Et le fait même de signer cette tribune est un acte en soi. Surtout au moment où il la signe, c'est-à-dire au moment où des gens essaient de nous faire croire qu'on pourrait faire des plans de relance qui se passeraient de l'environnement et du climat d'une façon plus générale. Et ça, le fait qu'il se prononce à ce moment, c'est déjà positif, parce que on a besoin dans ces moments critiques. Parce qu'on voit bien que les gens qui défendent une alternative à ça, c'est des gens en fait qui sont des promoteurs d'autres types d'énergie la plupart du temps. Et donc il faut vraiment être prudent là-dessus. Je crois que c'est un élément qui est vraiment essentiel. Il faut absolument qu'on puisse comprendre ça. Ce qui est très significatif aussi, c'est que des économistes de renom, qui, notamment ceux qui sont très proches du pouvoir en place, sont en train de montrer que finalement, avec des taux d'intérêt quasiment nuls aujourd'hui, et une capacité de dette qui est très élevée, parce que même si la France est très endettée, en fait, elle est faussement endettée, puisque les dettes que nous allons souscrire, elles vont être immédiatement rachetées par la BCE. Et donc, à condition que la BCE conserve ses dettes, ce qui est probable, eh bien, à ce moment-là, il y a rentabilité économique pour l'État de financer par ce biais-là, avec des taux d'intérêt très bas, donc, des investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Et ça, c'est quand même nouveau. C'est un discours qu'on n'avait pas trop entendu jusqu'à présent. Et je pense que ça va marquer un petit peu c'est même presque présenté comme une valeur refuge. Investir dans les énergies renouvelables, c'est une valeur refuge. Regardez, ceux qui ont des centrales solaires, tous les matins, le soleil se lève, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de chiffre d'affaires, il n'y a que la maintenance à assurer, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Et donc, finalement, les installations solaires, elles ont bien traversé la crise. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose que les gens commencent à comprendre. Et aujourd'hui, on a cette compétitivité des énergies renouvelables qui se fait jour, qui s'accélère de jour en jour. Et donc, on va arriver dans un monde qui va devenir uniquement un problème d'investissement finalement. Et aujourd'hui, on a des fonds d'investissement qui nous appellent toutes les semaines pour nous dire est-ce que vous n'avez pas des projets à financer, etc. On est prêt à investir dans ce secteur. Ça
ça montre très clairement que les choses ont changé et que véritablement, bon, nous, très modestement, on va essayer de dire que bon, faire de l'énergie solaire, c'est bien, en faire dans le logement social, pour les gens qui sont en précarité, c'est encore mieux. Et donc, très modestement, avec Sol Solidaire, on va essayer d'apporter quelques euros pour pouvoir boucler les tours de table et faire en sorte en fait que la totalité des économies d'énergie qui seront générées viennent directement sur les locataires et viennent améliorer le reste à vivre. C'est ça le plus important. Et donc, longue vie à Sol Solidaire. Voilà, qu'on lance aujourd'hui, confiné mais confiant. Hein. Et puis, bon, on vous souhaite à tous de bonne continuité, de bonnes sorties. Et je me suis rendu compte que finalement, on travaillait bien hein, dans cette période de confinement. Bon, c'est pas toujours agréable de ne pas pouvoir vous embrasser, mais au moins, ça permet de pouvoir travailler. Et finalement, il y a quelques idées qui sont sorties là, qui peut-être n'auraient pas abouti aussi vite si on n'avait pas eu cette période de réflexion un peu forcée, mais finalement qui est pas si désagréable que ça pour ceux qui ont la chance de vivre dans le Midi au soleil. Écoutez, on va conclure comme ça. Merci beaucoup Emmanuel Cos, merci Laetitia Brottier, merci Sylvie Perrin, merci beaucoup André Joffre pour cette initiative et merci aussi à tous les participants qui ont été très actifs, qui m'ont permis de meubler en l'absence d'Arnaud Leroy qui est bien sûr excusé. Mais Arnaud Leroy sera là prochainement avec nous et on vous le promet, on va monter une nouvelle webconférence auprès d'Arnaud Leroy. Je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle conférence. N'oubliez pas, nous vous enverrons les présentations. Merci, au revoir à tous. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Bientôt. Oh.